extractions. Après, on a fait la chromatographie. On a fait les grandeurs chromatographiques, on les a terminées. Oui, madame, après donner l'exemple 1, il fait. Hein? كنتش تبعوا وقيلة. مادام عملنا الفاكتور Alors, c'est هذاك. bon, خلاص. De capacité, c'est ça? Oui, Mélissa. Oui. وهذا dans quel chapitre هذا? Facteur de capacité. C'est la chromatographie. D'accord? Voilà. Donc, ce n'est pas les extractions. Bon, معليش. On continue avec la chromatographie. Normalement, c'est bon. Là, vos camarades, les Djadja, donc alors maintenant, vous êtes 27. Et ben, on fait le cours avec 27. Hein. Alors, on n'avait pas parlé de couche mince? Vous êtes complètement à côté, là. On avait parlé de toutes les grandeurs chromatographiques. Vous vous rappelez de ça? Oui. Coefficient de James et Martin. On avait parlé du volume de rétention. Tout ça, on l'a fait. Donc, normalement, on a parlé de la chromatographie sur colonne. On a parlé de la chromatographie couche mince, n'est-ce pas? On les a fait? Où نحبسنا exactement? Est-ce qu'on s'est arrêté à Caprime ou là كملنا حتى la couche mince? Est-ce qu'on a parlé du rapport frontal? Non. Non. On n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé de rapport frontal. D'accord. D'accord. Donc, je suis passée directement. D'accord. Caprime حبسنا. Enfin, درنا le nombre de plateaux théoriques, درنا كلش حتى la dernière loi. Résolution sélective et la loi de Purnell. Très bien. Est-ce qu'on a commencé la chromatographie en phase gazeuse ou la mazal? Alors. Non, madame, on a juste parlé sur... Oui. Oui. Oui, Mélissa. On ne l'a pas fait en détail. Juste... On a introduit la chromatographie en phase gazeuse. Ouais. Alors, on va reprendre la chromatographie en phase gazeuse. D'accord? Pour faire les indices de réfraction, comme ça vous pourrez faire votre TD. D'accord? Alors, chromatographie en phase gazeuse. Donc, c'est comme toutes les chromatographies, c'est la même chose. C'est toujours un partage le composé, le soluté que vous analysez ou l'échantillon, il est entre deux phases, une stationnaire, solide ou liquide, et une phase mobile, qui dans notre cas ici, comme son nom l'indique, chromatographie en phase gazeuse, ça veut dire que la phase mobile est gazeuse. Alors, quand la phase mobile est gazeuse, on appelle ça la chromatographie en phase gazeuse, tout simplement. Alors, c'est une méthode physique donc, qui permet de séparer des constituants d'un mélange, mais gazeux. Donc, on l'appelle chromatographie en phase gazeuse parce qu'en fait, la phase mobile est gazeuse et aussi le mélange que vous allez analyser doit être aussi à l'état gazeux. Donc, l'échantillon, les solutés analysés sont gazeux et la phase mobile est gazeuse. La phase stationnaire ne peut pas être gazeuse. Elle est ou solide ou liquide. Alors, donc, on utilise la chromatographie en phase gazeuse pour séparer des mélanges qui sont légers, qui sont volatiles. On dit volatile ou léger, c'est-à-dire qui ont une température d'ébullition qui n'est pas très élevée. Donc, ils peuvent passer à l'état gazeux avant d'être analysés. Donc, la chromatographie gazeuse, on a dit que les constituants du mélange sont gazeux. Donc, il faudrait que
atteindre parce que la solution, quand vous allez la prendre, elle n'est pas gazeuse, c'est une solution qui est liquide. L'échantillon, vous allez le mettre dans un solvant et vous allez prélever une solution liquide. Mais il faudrait que les composés, le mélange là que vous êtes en train d'analyser, il faudrait que ce soit des composés qui ont une masse moléculaire qui n'est pas très élevée et donc des températures d'ébullition pas très élevées pour qu'ils puissent passer à l'état gazeux facilement. Parce qu'il faut que l'échantillon soit à l'état gazeux. Donc, il n'est pas à l'état gazeux, mais on va chauffer et le faire passer à l'état gazeux rapidement. Donc, il ne faut pas que les températures d'ébullition soient très élevées. Alors, donc la chromatographie en phase gazeuse est pour les composés légers, on dit volatiles ou légers, et c'est une technique qui utilise comme phase mobile un gaz pour pousser l'échantillon sur la phase stationnaire. Alors, la phase stationnaire, elle peut être liquide ou solide. Si elle est solide, on a un phénomène qu'on appelle adsorption, et si elle est liquide, c'est le partage. On a déjà vu ça, l'adsorption et le partage. Qui peut me dire c'est quoi l'adsorption? Alors, je vous écoute. C'est quoi l'adsorption? Alors, puisque vous ne répondez pas, donc je vais parler toute seule. L'adsorption, c'est lorsque les molécules s'accrochent à la surface d'un solide. La phase stationnaire étant solide, donc les molécules ou l'échantillon s'accrochent à la surface, c'est l'adsorption. Le partage, c'est entre la phase mobile et liquide, la phase stationnaire est liquide et la phase mobile étant gazeuse. Donc l'échantillon, il est partagé entre une phase mobile liquide, stationnaire liquide et une phase mobile gazeuse. Donc, on va parler de coefficient de partage pour le cas où la phase stationnaire est liquide. Le coefficient de partage, comme dans l'extraction, K, c'est la quantité de composé dans la phase stationnaire divisée par la quantité de ce composé dans la phase mobile. C'est pour ça qu'on dit que le composé est partagé entre les deux. Alors, il y a différentes chromatographies en phase liquide, en phase gazeuse, pardon. Donc, quand on prend la chromatographie gaz liquide, ça veut dire que la phase mobile étant gazeuse et la phase stationnaire étant liquide, la phase mobile, ça peut être l'hydrogène, ça peut être l'hélium, ça peut être l'azote, donc un gaz inerte. Il ne faut pas que le gaz, vous ne pouvez pas prendre l'oxygène par exemple, parce que l'oxygène, il va réagir avec les composés, il va les oxyder. Le rôle de la phase mobile est uniquement pousser l'échantillon. Et il ne doit pas réagir avec l'échantillon. Donc, on va prendre des gaz qui ne réagissent pas. Donc, généralement, c'est l'azote, l'hélium, l'hydrogène, l'argon. Ce sont ces gaz-là qu'on prend. La phase stationnaire étant liquide, elle est déposée ou greffée sur un support solide. Donc, la phase étant liquide, il faut l'accrocher à un support et le tout est appelé phase stationnaire. Donc, soit elle est déposée, soit elle est accrochée par une réaction chimique. Lorsqu'elle est accrochée par une réaction chimique, on dit qu'elle est greffée sur la paroi de la colonne, par exemple, dans les cas des colonnes capillaires. Donc, les phases stationnaires les plus utilisées sont des polymères siliconés, c'est les polydiméthylsiloxanes, c'est-à-dire c'est des polymères avec de la silice liée à des méthyles. C'est les plus utilisés. Alors, la chromatographie gaz solide, c'est lorsque toujours la phase mobile est un gaz et la phase stationnaire est un solide. Là, on a le phénomène d'adsorption. Donc, la phase mobile étant toujours gazeuse, c'est l'hydrogène, hélium, azote, etc. Et la phase stationnaire, c'est un solide, c'est un adsorbant. Alors, qui sont les composés qu'on peut analyser en chromatographie en phase gazeuse? Ce sont les molécules qui sont volatiles naturellement. Volatile, ça veut dire petite température d'ébullition pas très élevée, petite masse moléculaire. Les composés qui sont déjà gazeux à l'état naturel, les molécules qu'on peut vaporiser,
sans décomposer, bien sûr, ou les composés quand par réaction de dérivatisation, c'est-à-dire il faut d'abord leur faire une réaction. Par exemple, si on a un acide, l'acide c'est lourd et c'est pas analysable en chromatographie en phase gazeuse. Donc, pour le rendre analysable en chromatographie en phase gazeuse, on fait une réaction d'estérification et on transforme la fonction acide en ester, et les esters, on peut les analyser en chromatographie en phase gazeuse. Donc là, on fait une réaction chimique qu'on appelle une dérivatisation, c'est-à-dire on transforme l'échantillon. Il passe de l'état acide à l'ester. Alors, la chromatographie en phase gazeuse est très utilisée parce qu'en fait, les phases stationnaires sont stables, adaptables à des températures différentes, donc on peut changer la température. Et la phase mobile est facile puisque vous avez un gaz inerte, donc c'est quelque chose qui ne va pas interagir, qui est très facile à utiliser. Après, on ne l'utilise pas toute seule, la chromatographie en phase gazeuse. Souvent, on prend cette technique et on lui rajoute une autre méthode, une autre technique, par exemple la spectrométrie de masse. Alors, si je regarde l'appareillage, voilà l'appareil chromatographie en phase gazeuse. Donc, l'appareillage est constitué donc d'un injecteur par lequel rentre l'échantillon, un gaz vecteur qui pousse l'échantillon à l'intérieur de la colonne. La colonne, c'est un gros tube, un tube qui peut aller de 10 mètres à 100 mètres enroulé. Alors, il peut être en métal, en inox, ou bien en capillaire, c'est-à-dire en silice fondu très fin. Alors, dans tous les cas, c'est un tube à l'intérieur duquel est déposée la phase stationnaire, soit déposée uniquement, soit greffée sur la surface du capillaire, enfin du tube. Donc, la phase stationnaire étant dans l'intérieur de la colonne est un côté relié à l'injecteur et un côté relié à un détecteur. Qu'est-ce que ça veut dire détecteur ou détecter? Qui peut me dire? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. J'ai l'impression que vous dormez, il n'y a pas d'interaction. Qu'est-ce qu'un détecteur ou là le verbe détecter? Qu'est-ce que ça veut dire détecteur ou détecter? Quel est son rôle? Détecte le gaz. Il ne détecte pas le gaz, non. Le gaz, il rentre, il sort, s'arrête. Il circule dans la colonne. Lorsque on ramène un échantillon, on va prendre on va prendre l'échantillon et on va piquer ici, à l'intérieur de l'injecteur. On va déposer l'échantillon à l'intérieur. Cet injecteur, il est à une température très élevée. Il est à 250 degrés. Donc, à 250 degrés, l'injecteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vaporiser, faire passer l'échantillon à l'état vapeur. Donc, l'échantillon, il va passer à l'état vapeur, il va devenir gazeux, il va rentrer dans la colonne. Donc, on prend la seringue, on injecte. En même temps, on injecte, en même temps, il y a le gaz vecteur qui passe. Il va faire le gaz vecteur, il va pousser l'échantillon à l'intérieur de la colonne. Il va traverser l'échantillon, toute la colonne. À l'intérieur de la colonne, il y a la phase stationnaire à laquelle il va avoir interaction. Et le mélange, suivant les interactions, si par exemple j'ai un mélange où il y a 3 composés A, B et C, A, B et C sont en train de passer à l'intérieur de la colonne, mais ils ne vont pas avoir les mêmes interactions. Donc, si par exemple le A a beaucoup, il va sortir premier. À la sortie de la colonne ici, il faut que je mette quelque chose pour savoir qu'il est en train de sortir. Il sort et je le vois pas, ça ne sert à rien. Toute l'analyse ne sert absolument à rien. Donc, ici, il y a un composé ou quelque chose qui vous dit. Donc, vous allez mettre un signal à chaque fois qu'un composé arrive au niveau du détecteur. Qu'est-ce qu'il fait le détecteur? Il envoie un signal et il vous dit, voilà, il y en a un qui est arrivé. Et l'intensité du signal dépend de la concentration de soluté.
plus il est composé, plus faible, plus le signal est faible. Donc, quand il arrive le composé, le détecteur le capte, il vous donne un signal. Le signal, il est amplifié, il est augmenté et il va être enregistré. Ils vont avoir un pic chromatographique. D'accord? Les pics qui les pics qu'on avait vus, chromatographiques, voilà. Donc, le signal, il vous donne un pic chromatographique. Là, ça veut dire qu'il est en train de sortir ce composé. Lui, un signal de pic, on dit c'est le détecteur, lui qui capte la sortie, qui vous donne ce signal. Il fait donc de l'appareil, il s'appelle le détecteur. Donc ici, ce détecteur, c'est lui qui vous donnera le signal et ça vous donne sous forme de pic chromatographique. Donc l'injecteur, la seringue, c'est pour prendre l'échantillon et l'introduire, le rentrer dans l'injecteur. La chambre d'injection, l'injecteur, c'est pour le rendre l'échantillon à l'état gazeux. Donc c'est à peu près 250 à 300 degrés. C'est très chaud et ça permet de faire passer tout de suite l'échantillon à l'état gazeux. Le gaz vecteur pousse l'échantillon à l'intérieur de la colonne, là où il y a la phase stationnaire. Il va y avoir des affinités et des interactions. Selon les affinités, le premier qui sort, il va être capté par ce détecteur qui envoie un signal. Le signal, il est transformé sous forme de pic chromatographique et enregistré par l'intégrateur. Voilà comment ça se passe. La colonne chromatographique se trouve à l'intérieur d'un four. Un four qui va chauffer la colonne. Pourquoi on chauffe la colonne? Parce que les composés étant à l'état gazeux, quand on chauffe la colonne, ça permet d'accélérer, de les faire sortir en fonction de leur température d'ébullition. Plus le composé est léger, plus il sortira vite, et plus le composé est lourd, et plus il mettra du temps à sortir. Donc, pour contrôler la température du four, on a un contrôle de température qui permet de fixer la température que vous voulez, 80, 120, 200, comme vous voulez. Et bien sûr, il ne faut pas dépasser la température de dégradation de la colonne. Et les colonnes chromatographiques en phase gazeuse sont des colonnes qui sont faibles thermiquement, c'est-à-dire qui résistent à la chaleur. Et quand vous chauffez, la molécule qui est à l'intérieur, la phase stationnaire, ne doit pas être détruite. Elle doit résister à la chaleur. Donc, généralement, les températures sont de 250, entre 200 et 250, voire plus. Ça veut dire que la molécule, elle est stable, même si vous chauffez, elle ne va pas se dégrader. Elle va juste chauffer et à son état initial. Alors, on va voir le rôle de chaque partie. La colonne, son rôle, c'est de séparer les mélanges grâce à la phase stationnaire. Le détecteur, son rôle, c'est de mettre en évidence l'âge des composés en donnant un signal. L'injecteur, il permet d'introduire l'échantillon à l'intérieur de la colonne et qui sera poussé par le gaz vecteur. On a deux types d'injection. On a l'injection en mode split et on a l'injection en mode splitless. Alors, que veut dire split et que veut dire splitless? Donc, split, ça veut dire en anglais diviser. Diviser ou division. Donc, pour splitter, ça veut dire il divise. Donc, lorsque le composé est pur, concentré, comme la colonne elle est très fine et qu'on ne veut pas la saturer, à ce moment-là, on utilise ce mode, c'est-à-dire split, qui va, d'abord l'injection se fait avec des microlitres. Vous allez injecter une très faible quantité d'échantillons, c'est des microlitres. Une fois que vous avez introduit cette quantité d'échantillons, si votre échantillon il reste concentré ou il est pur, à ce moment-là, on va utiliser le mode split. Ça veut dire que cette petite quantité, elle va encore être divisée.
pour ne pas saturer la colonne et saturer le détecteur. Parce que si c'est trop, la colonne elle va être saturée, on aura un pic trop large, même qui va plafonner, et on n'aura pas de résultat. Donc le mode split, c'est conçu pour les colonnes capillaires très fines. Il permet de limiter les quantités d'échantillons injectés dans la colonne. Donc une petite quantité se rentre dans la colonne et l'autre quantité, elle est jetée. Et c'est au niveau de l'injecteur que ça se passe. Alors, le deuxième mode, c'est le mode splitless, ça veut dire c'est le contraire de split. Là, par contre, on ne divise pas l'échantillon, on le prend complet. C'est valable pour les solutions diluées ou bien pour les colonnes qui ne sont pas capillaires, ne sont pas fines. Les colonnes capillaires, ils ont des diamètres très petits, de l'ordre du millimètre, alors que les colonnes normales, elles ont un diamètre interne sont plus grosses. Donc là, même si l'échantillon est concentré, ça ne gêne pas. Je répète, donc mode split, division, c'est pour diviser la quantité injectée et laisser qu'une petite partie rentrer dans la colonne et l'autre, elle est rejetée. Et c'est lorsque l'échantillon est concentré. Et le mode, ou même quand on travaille avec des colonnes capillaires. Et quand on travaille en mode normal ou du tout concentré, les dilués, à ce moment-là, on travaille en mode splitless. Donc, on ne divise pas. Alors, les colonnes chromatographiques, c'est quoi? C'est un tube de faible section qui renferme la phase stationnaire. Je vais essayer de vous montrer des colonnes chromatographiques. Voilà. Alors, je vais partager. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, madame. Alors, je partage avec vous ça, les images de Google, pour vous expliquer. Est-ce que vous voyez les images? Vous les voyez? Non. Non. Ah, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Je vous là. Oui, c'est bon. Oui, oui. لحقت l'image. D'accord. Oui, madame. Donc, très bien. Alors, ça, ce que vous voyez ici, vous voyez le curseur quand je le bouge? Oui, on le Vous voit. voyez le curseur, la souris. La souris, je vous comme l'image. Donc ça, c'est des colonnes capillaires. Elles sont très, très fines. Quel khit. Et comme elles sont très longues, فيهم 30 mètres, فيهم 100 mètres, كيتيو تاع العين, vous l'enroulez, دوروه باش ما يشدش البلاصة. Donc là, regardez, ils l'ont enroulé, parce que c'est trop long. Ça, c'est des colonnes capillaires. Donc, c'est à l'intérieur de ces colonnes que va partir l'échantillon avec la phase gazeuse, avec la phase mobile. Ça, c'est les colonnes capillaires. Hadi. Ça dépend des longueurs. Qu'elles sont très longues ou qu'elles ne sont pas très longues. D'accord? Madame, Ça, c'est les colonnes. Oui? Quel couba تاع الخيط? Oui? on utilise le split. Oui? Dans ce cas-là, on utilise le split. Si on utilise le split, on divise. Ah oui, on utilise le split parce que الرقاق بزاف كي الشعرة. Ça veut dire l'échantillon, il doit être très petite quantité, sinon elles vont se boucher, elles vont se remplir et se saturer très vite. D'accord? Donc regardez l'intérieur, voilà le four, c'est ça. Est-ce que vous voyez le four? Donc on a un four avec une porte et à l'intérieur on place de la colonne à Après, il y a un côté, la colonne, un bout, on l'accroche à l'injecteur et un bout maintenant le détecteur. Est-ce que vous voyez?
Vous voyez? Ça, c'est un chromatographe en phase. Ça, c'est un chromatographe en phase gazeuse. هاي la colonne شفناها هذه هاي الداخل. نحكموها نبو تاعها كي الكبة تاع الخيط. الكبة تاع الخيط عندها زوج ريسان نو؟ Vous écoutez? Oui. Bon, Oui, bref. madame. Donc, un côté, on l'accroche à l'injecteur et un côté, changer la température comme on veut. Pardon, 80, madame. oui. Ça se coupe un peu. راني نهضر ونعاود. لكن انتيا الاخرين je sais même pas s'il y a des gens qui sont là ou là ils ont branché, ils sont partis, j'en sais rien. Et peut-être Essentiel. que c'est moi. لكن انتيا بركي. Alors regardez. Ça, هذه la colonne اللي راكم تشوفوا فيها هنايا très fine. Regardez à l'intérieur comment elle est. C'est un tube فارغة لداخل. Donc à l'intérieur, il y a une petite couche de phase stationnaire. هذه la bleue, c'est tout. Le reste, c'est un vide. Il faut faire l'échantillon avec le gaz vecteur. Donc on a l'extérieur, c'est de la silice fondue. D'accord? Et l'intérieur, c'est une couche très fine de phase stationnaire qu'on va déposer à l'intérieur du tube. Alors ça, c'est la colonne capillaire. هذه اللي راكم تشوفوا فيها marron, très fine. Ça, on travaille en mode split. La colonne classique, en verre ou en acier, elle était beaucoup plus grosse. Et à l'intérieur, on mettait des billes, des petites billes de support. C'est lui qui constituait la phase stationnaire. Soit on le prend pur, soit on le met, on le plonge dans la phase stationnaire. كيما تحبوا ديروا par exemple des gâteaux, تحبوا ديروا لهم chocolat من الفوق. ذوبوا chocolat, تحكموا هذاك الجاتو, et vous le plongez à l'intérieur, ديروا به الطليه. هكذا كانوا يديروا. On prend les grains, les petits supports grains, on les plonge dans la phase stationnaire qui est à l'état liquide, et après, on récupère les grains, on les sèche, et on remplit la colonne. Ça, c'est la colonne classique. Et ça, c'est la colonne capillaire. On a deux types de colonnes. Classique, هاي la classique, بالحديد خشينة. وهذه, c'est la colonne capillaire. D'accord? La taille n'est pas du tout la même. واحدة سبليت واحدة سبليتلس. Voilà, هذا الداخل تحطوا directement la phase, elle est accrochée à la surface. وهنا لا نحطوا un support solide وهو نحطوه soit pur soit نغطسوه في la phase stationnaire وندخلوه لداخل. Ça c'est les colonnes classiques وهذه capillaires. OK? C'est bon? Ouais. Voilà. Alors, on arrête le partage. On va revenir. Alors, on va revenir au cours. Alors, on a dit que les colonnes, on a vu. Donc, il y avait les capillaires, on vient de voir, très fines. Et il y a les colonnes classiques en inox, chêne ou là en verre, avec à l'intérieur un support. Donc, si la phase stationnaire est déposée uniquement dans le capillaire, elle est à l'état liquide, puisque vous la chauffez, elle devient liquide. Elle ne bouge pas, elle reste accrochée. À ce moment-là, on a le mode partage. Le il est entre la phase stationnaire et la phase mobile. Si maintenant vous avez les grosses colonnes là en inox, à l'intérieur il y a le support qui est à l'état solide et là vous avez de l'absorption. Vous n'avez pas de partage. Alors il y a plusieurs types de phases stationnaires. Il y a des phases stationnaires qui sont polaires, apolaires et moyennement polaires. Donc les phases stationnaires les plus utilisées sont des phases stationnaires à base de polymères, de
méthylpolymérase. D'accord? Des à base de siloxane et SI-méthyle. C'est le CLACI à du méthyle. Polymérase. Stationnaire polaire. On peut avoir d'autres qui sont polymères. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'appareil? Quand on revient à l'appareil, une fois que l'échantillon il est vaporisé, il passe à l'intérieur de la colonne grâce au gaz vecteur, il va sortir et à la sortie, vous avez le détecteur qui va capter la sortie et vous donner un signal. Donc à la sortie, on a le détecteur qui est placé à la sortie de la colonne. Il permet de capter chaque composé. Au moment où il vient pour sortir, lui, il donne le signal et ce signal est transformé en pic chromatographique. Alors, on a différents types de détecteurs. Les principaux détecteurs sont le TC, c'est baromètre, c'est un détecteur qui conduit la chaleur, qui a conductibilité thermique. D'accord? Donc, chaque composé conduit la chaleur d'une manière différente. Lui va capter la conductibilité de l'échantillon par rapport à composé de référence et il va nous donner. Donc, c'est carrément un détecteur qui est universel puisque chaque composé aura sa propre manière de conduire la chaleur. Alors, il y a le détecteur à capture d'électrons qu'on appelle ECD. C'est un détecteur spécifique aux dérivés halogénés. Donc, lui, c'est un détecteur qu'on va utiliser avec tous les composés qui contiennent des halogènes, chlore, fluor, etc. Parce que ces composés-là, donc c'est un détecteur à capture d'électrons. Donc, lui, il est... Et celui, il y a le détecteur à photométrie de flamme, FPD. Lui, il est spécifique au phosphore et au soufre. Et celui qui est le plus utilisé, que vous retrouverez dans tous les laboratoires, c'est le détecteur à ionisation de flamme ou FID. Le FID, ionisation de flamme, c'est le plus utilisé. Quel est le principe? En fait, il y a une flamme qui est allumée. Cette flamme, c'est grâce à de l'hydrogène et de l'air qui sont mélangés qui permettent d'avoir une flamme tout le temps allumée dans le détecteur. Une fois que le composé sort de la colonne, quand il arrive dans le détecteur, il met cette flamme et il va brûler. Puisque ce détecteur, il est spécifique aux composés qui contiennent des carbones, des composés organiques. Donc, les composés organiques, quand ils ont un feu dans une flamme, ils brûlent. Donc, eux, ils vont brûler. Et quand ils vont brûler, ils vont s'ioniser. Et ils sont ionisés. Donc, les particules ionisées, elles sont captées par des électrodes. Et il va y avoir un courant qui va passer et qui va donner un signal. Le signal est amplifié et transformé en pic photographique. Alors, plus la quantité du composé est grande et plus le signal est grand. C'est pour ça que la surface permet de calculer la quantité ou la concentration du composé. Madame, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez dire FID. oui. Alors, le détecteur ionisation de FI. Le principe, déjà, il y a le niveau de schéma. Il y a une flamme. Une flamme, c'est nar, sha'la. Tout le temps sha'la. Grâce à quoi? Là, il y a une arrivée d'hydrogène et de l'air mélangés pour que la flamme soit tout le temps allumée. Les composés, ils sont analysés. Admettons que vous avez un mélange A, B et C. Le A, il vient de sortir. Quand il arrive là, il va rentrer dans la flamme. Quand il va rentrer dans la flamme, il va brûler. Une fois qu'il est brûlé, il va passer à l'état ionique.
Et à l'état ionique, il va y avoir des électrodes dans les détecteurs qui vont capter les ions H2O. Ces ions captés par les électrodes, il va y avoir un courant électrique très faible qui va circuler. Ce courant électrique, il est amplifié, il est augmenté et transformé en un pic chromatographique. Donc, plus la quantité est petite, plus le pic est petit, plus la quantité est grande, plus le signal sera grand et donc le pic sera grand. Donc, la surface du pic chromatographique dépend de la quantité qui arrive. Si vous avez un peu de A, il y aura un petit pic. Si vous avez beaucoup de A, ben vous aurez un grand pic. Est-ce que vous avez compris? Merci. Je vous en prie. Alors, il faut choisir le gaz vecteur. On a dit que le gaz vecteur, ça peut être l'hydrogène, ça peut être l'azote, ça peut être l'hélium, ça peut être l'argon. En tout cas, un gaz qui ne donne pas de réaction chimique ni avec la phase stationnaire, ni avec l'échantillon. Son rôle, c'est uniquement de transporter l'échantillon de l'injecteur jusqu'au détecteur, en passant par la colonne chromatographique de la phase stationnaire où il y aura la séparation. Alors, est-ce que tous les gaz vecteurs se ressemblent ou tous les gaz vecteurs n'ont aucune influence? Eh bien, si. Le gaz vecteur dépend de sa viscosité. Vous savez ce que c'est que la viscosité? Est-ce que vous savez ce que c'est que la viscosité? Bref, la viscosité, c'est حاجة تكون خفيفة تمشي بالخف، حاجة ثقيلة elle roule lourdement, enfin difficilement. Donc, lorsqu'on compare l'hydrogène, l'hélium, l'azote, etc., pour les comparer, il faut calculer la HEPT. Je finis à la HEPT. C'est quoi la HEPT? Hauteur équivalente à un plateau théorique. Elle est égale à la longueur de la colonne divisée par le nombre de plateaux théoriques qu'on a vu la semaine dernière. On calcule, donc on prend un pic, on utilise par exemple l'hydrogène, on va analyser un composé A, on prend le pic chromatographique, on va calculer le nombre de plateaux théoriques, on va calculer la HEPT, hauteur équivalente à un plateau théorique, qui est égale à la longueur de la colonne divisée par ce nombre, et on va, à chaque fois, on a un point, HEPT en fonction de la vitesse, de la phase mobile. Je change la vitesse de la phase mobile. Par exemple, c'était 1 millilitre par minute. Je mets 1,5. Je refais l'analyse. Le pic va changer. Je reprends le nombre de plateaux théoriques et je recalcule HEPT. Je trouve un deuxième point. Je change encore la vitesse de la phase mobile, etc. À la fin, une courbe qu'on appelle la courbe de Van Dimter. La courbe de Van Dimter vous permet de trouver la vitesse, la meilleure vitesse du gaz vecteur. Vous ne pouvez pas mettre une vitesse au hasard. Donc, vous devez choisir la vitesse, mais sur la base d'un graphe, mais au hasard. Donc, on va tracer la hauteur équivalente à un plateau théorique en faisant, je vous ai dit, varier la vitesse de la phase mobile. Et une fois qu'on a obtenu cette courbe, la courbe de Van Dimter, la meilleure vitesse, ce qu'on appelle la vitesse optimum, c'est celle qui donne le minimum dans la courbe de Van Dimter. Autrement dit, elle donne la HEPT la plus petite. Celle-là, c'est la meilleure vitesse et c'est celle-là que vous allez garder pendant toute l'analyse sur la colonne chromatographique. Donc ça, c'est la première étape à faire au début des analyses. On fixe la vitesse de la phase mobile en traçant la courbe de Van Dimter. Une fois qu'on a trouvé la meilleure vitesse, le meilleur débit de la phase mobile, on fait les analyses tranquillement. Alors, quand on fait cette courbe en changeant
le gaz vecteur, une fois on prend l'hydrogène, on prend l'azote, une fois on prend l'argon, on trouve que c'est l'hydrogène qui donne la meilleure HEPT, c'est-à-dire c'est le meilleur gaz vecteur. Sauf qu'il est dangereux, comme il est explosif, donc on ne l'utilise pas trop. Alors, l'importance de la courbe de Van Dimter, c'est en fait grâce à cette courbe que vous pouvez déterminer la vitesse optimum du gaz vecteur et comparer les gaz vecteurs entre eux. C'est comme ça qu'on a trouvé que c'était l'hydrogène qui avait la vitesse optimum, la meilleure, et donnait les meilleures efficacités, les meilleures HEPT. Alors, quand on veut optimiser une séparation, c'est-à-dire pour être sûr que vous avez les meilleures conditions de travail, pour optimiser, il faudrait avoir une très bonne séparation. Il faut détecter la plus petite quantité possible. Il faut que le temps de rétention soit le plus court possible. Ça, c'est ce qu'on appelle le triangle des compromis. C'est-à-dire, en même temps, on veut que les composés soient bien séparés rapidement et on veut que même s'ils sont en très petite quantité, à l'état de trace, que l'appareil les trouve et très rapidement et qu'il les sépare. C'est ce qu'on appelle le triangle des compromis. Alors, bien sûr, on ne peut pas, par exemple, diminuer le temps de rétention. Si vous diminuez trop le temps de rétention en augmentant la vitesse de la phase mobile, vous allez perdre dans la séparation. Donc, vous voyez, ils sont liés. Pourquoi on dit triangle des compromis? Ça veut dire les trois paramètres sont liés. Vous ne pouvez pas changer un sans que l'autre ne change. Alors, on va passer maintenant à l'analyse qualitative en CPG. Lorsque vous obtenez des pics chromatographiques, comment pouvez-vous identifier un composé inconnu? Parce que la chromatographie a deux buts. Elle a un but qualitatif, c'est-à-dire l'identification. Le deuxième but, c'est l'analyse quantitative, c'est-à-dire déterminer les concentrations des composés inconnus. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, madame. De temps en temps, واحد يهدر. D'accord? باش Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous suivez les explications? Oui, madame. Eh bien, très bien. OK. Donc, l'analyse qualitative en CPG, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de reconnaître un pic inconnu, c'est la méthode il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est l'exaltation des pics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un mélange, on injecte un produit pur. Cela peut permettre de déterminer le temps de rétention de ce produit en comparant qu'on a seul. Par exemple, cette méthode est utilisée dans le contrôle des produits alimentaires, par exemple, pour contrôler la présence d'un produit par une autre injection sur une autre colonne avec une phase stationnaire différente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Exaltation de pic. Donc, un mélange complexe, dans un mélange complexe, on injecte un produit pur. Si vous avez, par exemple, un mélange, fait les composés, ou tout vous vous intéressez à un seul composé, vous voulez savoir est-ce qu'il y a dans ce mélange tel composé. Vous savez qu'il y en a beaucoup, mais les autres ne vous intéressent pas. Vous recherchez un seul. Comment vous allez faire? Vous prenez le mélange, avec le composé que vous cherchez, vous lavez tout seul pur. C'est ce qu'on appelle le standard. Vous lavez. Vous prenez votre mélange, vous lui rajoutez le standard et vous allez voir. D'abord, vous commencez par faire l'analyse du mélange tout seul. Vous allez obtenir un chromatogramme.
On va le mélange, vous lui rajoutez tout, volontairement, vous lui rajoutez le composé que vous recherchez, le standard pur. Qu'est-ce qui va se passer? Admettons que le pic du composé inconnu, c'est celui-là, le produit. Lorsque vous avez rajouté les deux pics, ils ne vont pas changer. Par contre, le pic que vous avez, le produit que vous avez rajouté, il va faire quoi? Il va augmenter l'intensité du pic du produit. Et comme ça, en comparant les deux chromatogrammes, vous allez repérer celui qui a augmenté et vous allez dire, c'est ce pic-là, le composé que je cherche. Puisque quand j'ai rajouté ce produit dans le mélange, tous les autres pics n'ont pas bougé, la taille elle a augmenté. C'est ce qu'on appelle la méthode des ajouts ou la méthode exaltation des pics. La méthode des ajouts, vous avez ajouté. Est-ce que vous avez compris cette méthode? Oui. Alors, il y a une deuxième méthode qui s'appelle la méthode des indices de rétention. La méthode des indices de rétention ou les indices de Kovács, on les appelle indices de rétention ou indices de Kovács. C'est au nom de celui qui les a trouvés en 1958. En fait, qu'est-ce qu'il fait? À chaque produit I, admettons, le composé inconnu, c'est le produit I, celui-là. Chaque produit I est associé à un indice de rétention. Cet indice, il est calculé sur la base d'un étalonnage par des hydrocarbures. Autrement dit, je vous explique facilement. Admettons, vous avez un composé X, d'accord? Donc, ce composé X, quand vous l'analysez, il va donner un pic, Haulik. Il est là, le produit. Ce composé, ce pic, d'après Kovács, il dit si vous injectez des alcanes sur cette même colonne avec ce composé, il y aura toujours un alcane qui va venir avant lui et un alcane qui va venir après lui. Autrement dit, ce composé sera forcément entouré de deux pics, d'un alcane et un autre. De telle sorte à ce que, par exemple, si l'alcane est un C12, donc ce composé, il sera coincé entre un C12 et un C13. Le temps de rétention tau sera entre deux alcanes, un C12 et un C13. Est-ce que vous avez compris la méthode? Oui ou non? S'il vous plaît, répondez. Oui, madame. Oui. Donc, Oui, madame. Donc, la méthode des indices de rétention, c'est qu'on prend un produit inconnu et le temps de rétention tau, il est compris entre deux alcanes. Donc, si on trouve les deux alcanes qui l'entourent, on peut déduire son indice de rétention. D'accord? Alors, les indices se calculent de deux manières différentes. Soit en mode isotherme, c'est-à-dire en mode isotherme, ça veut dire on maintient la température du four ou de la colonne constante. À ce moment-là, on injecte sur la colonne à une température constante, une pression constante, les alcanes. On injecte une série d'alcanes qui commence à partir de n égale 5. Donc pentane, hexane, etc. On injecte tous les alcanes, on injecte le composé tana et on va voir quels sont les deux alcanes qui vont l'entourer. Celui qui est avant lui et celui qui est après lui. Alors, soit en isotherme, c'est-à-dire en maintenant la température constante, on injecte une série d'alcanes et on repère le temps de rétention des alcanes réduit des deux alcanes qui entourent le composé inconnu. Alors après, on peut calculer l'indice de rétention grâce à cette formule. L'indice de rétention de ce composé inconnu, il est égal à 100 multiplié par n, n étant l'alcane qui est juste avant, dont le temps de rétention est juste avant le composé
que nous recherchons, inconnu, log de T' du composé inconnu, moins log de T' de l'alcane N, divisé par log de T' du composé N, N plus 1, moins log de T'N. Donc ça, c'est une formule que vous allez appliquer. Il suffit d'injecter les alcanes et de trouver les deux alcanes N et N plus 1 qui entourent le composé inconnu. Vous prenez le temps de rétention de ces alcanes et vous calculez les temps de rétention corrigés et vous appliquez la formule pour calculer l'indice de rétention de composé inconnu. Si on travaille en mode programmation de température, c'est-à-dire la température n'est pas constante, au fur et à mesure que l'analyse est en train de se faire, la température est en train d'augmenter. Par exemple, au lieu de travailler à 60 ou 80 degrés, vous allez programmer, l'analyse, elle commence à 60 et au fur et à mesure, elle augmente de 2 degrés par minute. C'est ce qu'on appelle une programmation de température. À ce moment-là, on utilisera la deuxième formule. Au lieu du log, il n'y a pas de log. I égale à 100 fois N plus TR inconnu moins TRN sur TRN plus 1 moins TRN. Il n'y a pas de log. Ces indices de rétention, ils sont avérés remarquablement reproductibles. C'est-à-dire, pour une phase stationnaire donnée, quel que soit le taux d'imprégnation, la quantité de phase stationnaire à l'intérieur, on trouvera tout le temps les mêmes indices de rétention. Et ils sont indépendants de la température. C'est-à-dire que je travaille à 80 ou à 120 ou à 60, je trouverai la même. Je peux même changer de colonne et l'indice de rétention ne changera pas. Ça, c'est très important. Cette bonne reproductibilité permet de comparer et d'utiliser des résultats venant de laboratoires différents. Si par exemple, moi dans le laboratoire, j'ai une phase stationnaire, j'ai une colonne et je vais faire l'analyse, vous dans votre laboratoire, vous avez une autre colonne, vous faites l'analyse, on doit retrouver les mêmes indices de rétention, quel que soit le laboratoire et l'appareil et la colonne que vous avez utilisée. Pour le même échantillon, on trouvera le même résultat. Donc, les composés, les produits chimiques ont tous des indices de rétention qui se trouvent dans la base de données. Et donc, quand on a un composé X inconnu, il suffit de l'analyser avec des alcanes et trouver les deux alcanes qui l'entourent, calculer l'indice de rétention. Après, vous allez dans les bases de données ou dans les tables et vous regardez la valeur que vous avez trouvée. Il vous donnera le nom du composé X inconnu. Vous avez compris comment on utilise les indices de rétention? Est-ce que vous avez compris? Parce que ça, vous allez l'utiliser en TD. Vous avez un exercice sur les indices de rétention. Mais il faut savoir pourquoi on utilise cette méthode. J'espère que vous avez compris. Est-ce que vous avez des questions? Non. Vous avez tout compris? Eh bien, tant mieux, c'est bien. Donc là, on va s'arrêter ici. Le prochain cours, ça sera la chromatographie liquide. On aura fini avec la chromatographie gazeuse. Si vous n'avez pas de questions. Non, madame. Alors, on peut s'arrêter. Le prochain cours, ça sera la chromatographie liquide. On fait toutes les chromatographies liquides, la colonne, CCM.